Les cargos s'arrêtent net, les prix explosent. Un ordre vacille. Derrière des décisions présentées comme techniques, l'Europe découvre sa dépendance à des ports et des minerais qu'elle ne contrôle plus. Et cette découverte se traduit déjà en retard, renégociation et nervosité industrielle. Que vaut votre sécurité économique quand Ibrahim Traoré inverse des règles longtemps implicites et oblige chacun à mesurer ce qu'il croyait acquis? Un siècle d'illusions touche à sa fin et la suite dira comment ce basculement devient durable. Ce récit poursuit un objectif précis: démêler comment des décisions qualifiées de techniques ont produit un basculement durable des rapports économiques. Pour vous, le bénéfice est simple et concret: comprendre les chocs à venir sans angle mort analytique. L'enjeu dépasse largement une crise conjoncturelle ou une fluctuation de marché. Quand des corridors d'exportation se figent, quand des permis sont suspendus, quand des chaînes de valeur se déplacent, les repères hérités cessent de fonctionner. Les États perdent leur marge de manœuvre sans toujours l'admettre. Les entreprises révisent en urgence leur modèle de risque et les citoyens subissent des effets différés qu'aucun discours rassurant ne compense durablement. Ce qui se joue n'est pas une rupture spectaculaire, mais une redéfinition silencieuse des règles implicites du marché mondial. Les notions d'aide, de partenariat et de stabilité changent de sens lorsque les fournisseurs reprennent la main sur les conditions. La figure d'Ibrahim Traoré sert de point de repère pour lire cette transition, non comme un événement isolé, mais comme un signal révélateur d'un système qui ne tient plus par l'inertie. Une question guide désormais la suite. Comment un ordre réputé stable a-t-il révélé, en si peu de temps, sa vulnérabilité structurelle? Le signal n'a pas pris la forme d'un discours politique, mais d'un chiffre brutal. En 2025, en 2025, le prix mondial du cobalt a triplé en quelques jours sur le London Metal Exchange, révélant une dépendance que beaucoup pensaient maîtriser. Ce mouvement, en apparence technique, a montré qu'un fournisseur pouvait désormais réécrire les conditions de sa participation à l'économie mondiale sans déclaration frontale. Pour comprendre cette secousse, il faut revenir à l'architecture qui l'a rendue possible. Pendant des décennies, les accords commerciaux européens ont organisé un échange asymétrique présenté comme coopératif. L'Afrique fournissait des ressources, l'Europe définissait les routes, les normes et les clauses. Les préférences tarifaires donnaient une impression d'équilibre, mais chaque préconditionnel, chaque contrat d'extraction et chaque dispositif monétaire ajoutait un degré de dépendance supplémentaire. Les monnaies arrimées à l'euro, les exigences imposées aux banques locales et l'afflux d'importations à bas coût ont freiné l'émergence d'industries capables de transformer la valeur sur place. Ce système paraissait stable parce qu'il reposait sur l'inertie. Tant que les flux restaient continus, les bilans demeuraient rassurants et les courbes lisses. Pourtant, sous cette surface, les fissures s'élargissaient. Dans le Sahel, le bassin du Congo et la Corne de l'Afrique, une génération de décideurs a commencé à poser une question simple: pourquoi un continent riche en minerais, en terres et en énergie accepterait-il des règles façonnées ailleurs? C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré devient un repère analytique, non comme figure isolée, mais comme symptôme d'un tournant partagé. Sa formule sur la liberté qui commence dans l'esprit cesse d'être une phrase pour devenir une méthode politique traduite en décisions administratives. Des pays aux trajectoires différentes engagent alors des ruptures qui se répondent, révélant une logique commune. Lorsque des cargos s'arrêtent et que des permis sont suspendus,
le doute initial trouve une première réponse. Ce qui semblait ponctuel marque le début d'un déplacement durable du pouvoir économique. Pour saisir concrètement le basculement, il faut quitter les déclarations générales et suivre les acteurs intermédiaires qui ont transformé une intuition en procédures applicables. Le changement ne vient pas d'un sommet spectaculaire, mais de salles de réunion discrètes où des équipes techniques relisent des clauses longtemps considérées comme intouchables. Ministres des Finances, juristes et responsables administratifs découvrent alors que le levier réel n'est ni rhétorique ni idéologique, mais strictement procédural. Un premier cas l'illustre clairement. Au Mali, la suspension de permis miniers, détenus par des groupes étrangers, n'interrompt pas seulement des opérations. Elle révèle que la souveraineté peut s'exprimer par un formulaire gelé et un calendrier repoussé. En quelques heures, les partenaires internationaux demandent des clarifications, signe que l'autorité effective réside dans la règle, non dans le discours. Le geste est limité, mais son effet psychologique est immédiat. Un second cas confirme cette logique. Au Ghana, l'interdiction d'exporter de l'or non raffiné déplace la négociation vers la chaîne de valeur. Les acheteurs étrangers doivent revoir leurs marges, tandis que les autorités locales mettent en avant la transformation sur place comme condition minimale. Là encore, aucune mise en scène, seulement une décision administrative aux conséquences stratégiques. Ces exemples dessinent un fil conducteur. Le pouvoir se déplace lorsque des acteurs cessent d'appliquer mécaniquement des cadres hérités. Les premiers impacts restent discrets, mais ils modifient les attentes. Les marchés commencent à intégrer l'hypothèse d'un fournisseur qui décide, et non plus seulement qui livre. Une idée s'impose alors naturellement. Quand la règle change, l'équilibre suit. Avant le basculement, les échanges suivaient une routine éprouvée. Les cargaisons partaient selon des calendriers prévisibles, les permis se renouvelaient presque automatiquement, et les discussions commerciales se limitaient à des ajustements marginaux. Les marchés lisaient ces flux comme des constantes. Puis, en quelques semaines, cette normalité a cédé, non sous l'effet d'un choc spectaculaire, mais par l'accumulation de décisions administratives successives. La phase d'activation commence par des gestes apparemment anodins. Des gouvernements suspendent bien des péris pour audit, exigent des clarifications contractuelles ou conditionnent des exportations à des capacités locales de transformation. Chaque mesure, prise isolément, semble technique. Ensemble, elles introduisent une incertitude nouvelle. Les cargaisons ralentissent, les assureurs demandent des renégociations, les délais s'allongent. Un système qui fonctionnait par habitude révèle sa dépendance à la non-contestation des règles existantes. Le point de bascule intervient lorsque ces décisions cessent d'être nationales pour devenir synchrones. La République démocratique du Congo annonce que le cobalt ne quittera plus le territoire sans perspective de raffinage africain. Le communiqué est bref, presque administratif. L'impact, lui, est immédiat. En quelques jours, le prix mondial du cobalt triple. Les fabricants européens de batteries ralentissent leurs lignes, l'automobile électrique revoit ses prévisions et des ports méditerranéens se vident. Ce qui était présenté comme un ajustement local devient un choc global. Le climat se tend encore lorsque d'autres États suivent des logiques parallèles. Le Nigeria met en avant des mécanismes de paiement alternatifs, réduisant la dépendance à l'euro sans confrontation ouverte. La Namibie exige une participation nationale majoritaire pour toute nouvelle extraction. Le Ghana verrouille l'exportation de l'or non transformé. Aucun de ces actes n'est spectaculaire pris seul. Leur enchaînement, en revanche, crée un effet de seuil. Les marchés comprennent que la dépendance n'était pas théorique mais structurelle. C'est dans cette phase de montée en tension que la figure d'Ibrahim Traoré prend une valeur de repère. Non comme chef d'orchestre unique, mais comme voix qui assume publiquement ce que d'autres mettent en œuvre discrètement. Lors de prises de parole mesurées,
il affirme que l'Afrique ne cherche pas la rupture, mais la cohérence. Ces mots donnent une lisibilité politique à une série de décisions techniques déjà en cours. Le message circule rapidement. Les règles peuvent être renégociées sans déclaration de guerre économique. Les répliques se font alors sentir en Europe. Des réunions d'urgence se multiplient. Les techniciens parlent d'ajustement temporaire. Pourtant, les chaînes d'approvisionnement n'ont plus de marge tampon. Chaque cargaison manquante devient une faille. Le nickel s'agite, l'uranium se raréfie et des constructeurs automobiles évoquent des risques de baisse de production. Une inquiétude diffuse s'installe. La prospérité dépend désormais d'autorisations extérieures. La séquence se referme provisoirement sur une évidence. Ce qui a commencé comme une série de gestes administratifs s'est transformé en tournant systémique. Le centre de gravité s'est déplacé sans fracas, mais avec méthode. Et la question ouverte au départ trouve une première réponse. Le pouvoir change lorsque les règles cessent d'être implicites. Le point de départ est clair. Avant les restrictions récentes, les flux miniers africains alimentaient l'industrie mondiale sans interruption majeure et les marchés traitaient cette continuité comme une donnée acquise. Après les décisions successives, une seule variable déplacée a suffi à exposer la fragilité de l'ensemble. Le passage du flux continu à la conditionnalité a transformé des données routinières en signaux de rupture mesurables. Quand on regarde d'abord le cobalt, lorsque la République démocratique du Congo conditionne l'exportation à une capacité de raffinage locale, le prix mondial triple en quelques jours. Ce chiffre montre que la valeur dépend moins de la demande finale que de l'accès sécurisé à la matière. Il ne s'agit pas d'une flambée spéculative classique. Cette variation révèle une dépendance structurelle. Un marché qui croyait disposer d'alternatives découvre qu'un point de passage décisif n'est pas substituable à court terme. Les fabricants de batteries, l'automobile électrique et les filières énergétiques intègrent soudain un risque qu'ils n'avaient jamais modélisé comme politique. Ensuite, du côté des réserves monétaires. Le 1er août 2025, 6 pays d'Afrique de l'Ouest suspendent plus de 30 milliards d'actifs libellés en euros. Ce mouvement signale une réorientation calculée, non une fuite panique. L'effet immédiat est psychologique autant que financier. Pendant des décennies, l'euro a fonctionné comme une encre perçue comme incontournable. En réallouant une part significative de leurs réserves vers des devises asiatiques et moyen-orientales, ces États démontrent qu'ils peuvent gérer le risque monétaire sans provoquer l'effondrement annoncé par certains analystes. Les marchés européens réagissent par nervosité, tandis que les places africaines interprètent le geste comme un apprentissage accéléré de la souveraineté financière. Enfin, si l'on observe la chaîne industrielle européenne, après la réduction des flux africains, des constructeurs automobiles allemands évoquent des risques de fermeture d'usines en quelques semaines. La rapidité de cette alerte révèle l'absence de marge de manœuvre accumulée. Il ne s'agit pas d'un incident isolé. Une industrie réputée robuste découvre que ses stocks tampons et ses alternatives logistiques sont insuffisants. Les ports de Marseille et d'Anvers, inhabituellement silencieux, deviennent des symptômes visibles d'une asymétrie inversée. L'Europe dépend désormais de décisions qu'elle ne maîtrise plus. Pris ensemble, ces 3 chiffres dessinent une même logique. Le pouvoir économique ne s'est pas déplacé parce que les discours se sont durcis, mais parce que des paramètres mesurables sont changés. Les minerais deviennent des leviers. Les devises se transforment en messages stratégiques. Les chaînes logistiques agissent comme des capteurs de souveraineté. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré éclaire moins une idéologie qu'une méthode. Ces prises de position n'ajoutent pas de données au tableau, mais elles donnent une cohérence politique à ce que les chiffres révèlent déjà. La liberté évoquée comme point de départ mental se traduit ici par des indicateurs concrets. Prix,
Réserves et délais industriels. Les données confirment que le basculement n'est pas narratif mais opérationnel. Ces preuves quantitatives ferment une dette de curiosité. Elles montrent que l'ancien équilibre reposait sur l'inertie et la prévisibilité des fournisseurs. Une fois cette inertie rompue, la mécanique apparaît au grand jour. Reste alors une question décisive. Comment interpréter les arguments de ceux qui affirment que cette transformation serait exagérée ou réversible? Pour mesurer correctement la portée du basculement, il faut d'abord présenter les critiques dans leur forme la plus rigoureuse. Deux arguments dominent les analyses sceptiques, chacun appuyé par une logique qui mérite d'être prise au sérieux. D'abord, un premier argument revient souvent, la prudence structurelle. Selon cette lecture, les suspensions de permis, les interdictions d'exportation et les réallocations de réserves relèveraient d'une phase de négociation tendue mais transitoire. Les économies africaines resteraient dépendantes des revenus issus des matières premières, tandis que les capacités industrielles locales demeureraient insuffisantes pour absorber l'ensemble des flux. Dans cette perspective, l'Europe conserverait des leviers financiers, technologiques et réglementaires capables d'amortir le choc. Le système actuel traverserait une turbulence, non une rupture d'époque. Ensuite, un second argument est avancé, le risque de dépendance nouvelle. D'autres analystes soulignent qu'un éloignement relatif de l'Europe ne garantit pas l'autonomie. Les capitaux asiatiques, les financements du Golfe ou les technologies importées pourraient recréer des asymétries comparables sous des formes différentes. L'Afrique, dans ce scénario, remplacerait une tutelle ancienne par une tutelle émergente, moins visible mais tout aussi contraignante. Le discours de souveraineté masquerait alors une simple rotation des partenaires. Ces objections sont cohérentes, mais les faits observables en limitent la portée. Le triplement du prix du cobalt, l'arrêt rapide de chaînes industrielles européennes et la suspension coordonnée de dizaines de milliards d'actifs en euros indiquent autre chose qu'un geste isolé. Ils révèlent une capacité nouvelle à agir sur plusieurs leviers simultanément: ressources, monnaie et réglementation. Cette combinaison distingue une négociation ponctuelle d'une architecture en formation. De plus, les décisions prises par des pays aux profils différents suivent une logique commune: récupérer davantage de valeur ajoutée et redéfinir les conditions sans rompre les échanges. Cette cohérence réduit le risque d'un simple déplacement de dépendance. Elle montre que la stratégie ne consiste pas à changer de tuteur, mais à multiplier les options et les marges de manœuvre. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré éclaire moins une idéologie qu'une méthode. La souveraineté n'y est pas présentée comme un état final, mais comme une capacité à renégocier en permanence. Les critiques rappellent des risques réels. Les données, elles, montrent que le statu quo n'est plus le point d'équilibre. Jusqu'ici, les événements pouvaient encore être lus comme une succession de réactions nationales, parfois désordonnées, parfois opportunistes. À ce stade du récit, une autre lecture s'impose. Les décisions africaines cessent d'apparaître comme des exceptions temporaires et commencent à former un cadre implicite partagé que les acteurs extérieurs intègrent avant même toute annonce officielle. Le changement décisif tient dans la coordination. Les restrictions sur les ressources, les audits contractuels et les réorientations monétaires ne sont plus perçus comme des initiatives isolées. Ils dessinent une grammaire commune. Les marchés, sensibles aux signaux faibles, intègrent cette grammaire dans leur modèle. Les primes de risque évoluent, les calendriers d'investissement se réécrivent et les négociations anticipent désormais des conditions plus strictes du côté des fournisseurs. C'est ici qu'Ibrahim Traoré devient un point de lecture central, non parce qu'il impose une direction unique, mais parce qu'il nomme ce que d'autres pratiquent déjà. En affirmant que la liberté commence dans l'esprit, il traduit une transition psychologique collective.
Accepter que les règles soient négociables change la manière de les appliquer. Cette acceptation accélère le mouvement plus sûrement qu'un décret ou qu'un sommet diplomatique. À mi-parcours, une certitude s'impose. Le débat ne porte plus sur l'existence du basculement, mais sur ses conséquences concrètes et sur la capacité des acteurs à s'y adapter sans perdre de stabilité. Les conséquences du réalignement ne se diffusent pas de manière uniforme. Elles traversent 4 sphères distinctes, chacune révélant une facette concrète du déplacement de pouvoir en cours et transformant des décisions techniques en effets mesurables. Du côté des États, l'impact est d'abord institutionnel. Les gouvernements africains récupèrent un espace décisionnel longtemps contraint par des cadres externes. La suspension de permis, l'audit de contrats anciens et la redéfinition des règles d'exportation permettent de fixer des priorités sans validation préalable. Cette autonomie reste exigeante. Elle suppose une coordination étroite entre administration financière, juridique et industrielle. Là où cette cohérence progresse, l'État devient stratège. Là où elle manque, des tensions internes réapparaissent. La référence à Ibrahim Traoré prend ici un sens opérationnel. La souveraineté n'est pas proclamée, elle se pratique à chaque signature et à chaque calendrier. Pour les entreprises, les effets sont asymétriques. En Afrique, les acteurs extractifs et énergétiques font face à de nouvelles obligations. Participation nationale, transformation locale et transparence contractuelle. Certaines entreprises y voient une contrainte qui réduit les marges à court terme. D'autres anticipent un repositionnement plus durable, fondé sur l'intégration de la chaîne de valeur et la stabilisation des relations avec les autorités locales. En Europe, l'effet est plus abrupt. Les industriels découvrent que leur modèle reposait sur une continuité jamais garantie. Les annonces de ralentissement dans l'automobile, l'électronique ou l'énergie traduisent moins une crise conjoncturelle qu'un défaut de préparation à la négociation souveraine des fournisseurs. Pour les citoyens, les répercussions sont contrastées. Dans les grandes villes africaines, le mouvement suscite un sentiment de revalorisation. Les ressources, longtemps perçues comme abstraites, deviennent un enjeu public tangible. L'idée d'une seconde phase d'indépendance circule, portée par la perspective d'emplois industriels et de recettes mieux captées. Dans les zones rurales, la transition est plus ambivalente. Les bénéfices attendus restent différés, tandis que certains ajustements provoquent des tensions temporaires sur les prix ou l'emploi. Le récit de souveraineté inspire, mais il n'efface pas immédiatement les contraintes quotidiennes. À l'échelle des équilibres régionaux, le déplacement est tout aussi net. L'Europe perd son rôle d'arbitre implicite. Les États-Unis hésitent entre inquiétude stratégique et opportunité économique. L'Asie et le Golfe deviennent des partenaires majeurs sans imposer un cadre unique. L'Afrique n'est plus un espace à stabiliser, mais un acteur à consulter. Ce renversement oblige les institutions multilatérales à revoir leur grille de lecture et leurs priorités opérationnelles. Ces effets convergent vers une même conclusion. Le basculement n'est ni abstrait ni théorique. Il se mesure dans les procédures, les bilans et les perceptions. Le pouvoir s'est déplacé parce que les règles ont cessé d'être silencieuses. À court et moyen terme, le réalignement en cours peut suivre 3 trajectoires distinctes. Aucune n'est certaine et chacune dépend moins des discours que de la capacité des acteurs à maintenir une cohérence entre décisions économiques, monétaires et politiques. Le scénario de base repose sur une consolidation prudente. Les gouvernements africains poursuivent la renégociation progressive des contrats d'extraction et de transformation sans rupture frontale. Les restrictions à l'exportation restent ciblées et réversibles, tandis que la diversification des réserves monétaires se fait par paliers afin d'éviter des chocs excessifs. Les projets de raffinerie locale avancent à capacité partielle, soutenus par des partenariats multiples.
Dans ce cadre, l'Europe s'adapte sans retrouver son rôle directif. Le système évolue par ajustements successifs, plus lents que les annonces initiales, mais suffisamment cohérents pour stabiliser la transition. Le scénario optimiste suppose une intégration accélérée. La coordination régionale progresse, notamment sur les paiements et les normes industrielles. Les règles deviennent plus prévisibles, ce qui réduit l'incertitude pour les investisseurs. Les projets de transformation locale attirent des capitaux orientés vers le long terme, et la valeur ajoutée progresse sur le continent. Les partenaires extérieurs acceptent des conditions nouvelles plutôt que de les contester. Dans cette trajectoire, la capacité de négociation collective se renforce et le basculement gagne en crédibilité structurelle. Le scénario défavorable apparaît en cas de fragmentation. Les intérêts nationaux divergent, certains États privilégient des recettes immédiates, d'autres bloquent les flux sans alternative industrielle prête. Les tensions internes ralentissent donc les projets logistiques et des pressions extérieures émergent sous forme de contraintes réglementaires ou de mesures coercitives. De nouvelles dépendances technologiques ou financières risquent alors de se substituer aux anciennes, sans véritable gain de souveraineté. Face à ces scénarios, une grille de lecture s'impose. Si les règles restent cohérentes, alors la transition gagne en stabilité et en lisibilité. Si elle se fragmente, l'incertitude reprend le dessus. La variable décisive des prochains mois ne sera pas la rhétorique, mais la continuité stratégique entre décisions prises et objectifs affichés. Pour le public qui observe ces évolutions à distance, le réalignement agit d'abord comme un test intellectuel. Les analystes et décideurs découvrent que leur modèle de risque, fondé sur la continuité des flux et la stabilité contractuelle, deviennent insuffisants. Intégrer des variables longtemps secondaires, capacité de transformation locale, coordination réglementaire africaine, crédibilité des cadres juridiques émergents, n'est plus un exercice prospectif, mais une exigence opérationnelle. Ceux qui ajustent tôt leurs hypothèses gagnent en résilience analytique. Ceux qui attendent subissent des ruptures qu'ils ne peuvent plus qualifier d'imprévues. Pour les dirigeants d'entreprise, l'effet est plus concret. Les chaînes d'approvisionnement apparaissent soudain comme des constructions fragiles, dépendantes de décisions souveraines extérieures. Anticiper des négociations plus exigeantes, diversifier les sources et accepter des partenariats intégrant la transformation locale deviennent des conditions minimales de continuité. Le réalignement impose moins un retrait qu'un changement de posture. Passer d'une logique d'optimisation à court terme à une logique de relation durable avec des fournisseurs devenus décideurs. Pour les citoyens attentifs aux dynamiques géopolitiques, l'histoire fonctionne comme un révélateur. Elle montre comment des décisions administratives, souvent invisibles, peuvent produire des effets systémiques sans confrontation ouverte. La puissance ne se manifeste pas uniquement par des sommets diplomatiques ou des alliances militaires, mais par la maîtrise des règles économiques. Cette lecture modifie la manière d'interpréter l'actualité internationale et invite à regarder au-delà des déclarations. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré réapparaît comme un repère symbolique, non pour incarner une solution, mais pour rappeler que la souveraineté devient un processus à surveiller, non un slogan à célébrer. Le basculement concerne chacun selon sa position, mais il oblige tous à réapprendre leur place dans un système où les repères anciens ne suffisent plus. Pour que le réalignement observé ne reste pas un moment isolé, une méthode progressive s'impose. Elle ne repose ni sur l'idéologie ni sur l'urgence symbolique, mais sur une séquence d'actions déjà visible dans plusieurs décisions récentes. La première étape consiste à formaliser la gouvernance des ressources. Les États, qui introduisent la notion de minéraux stratégiques, doivent l'ancrer dans des cadres précis. Critères de participation nationale, exigences de transformation locale,
audits indépendants et calendrier public. L'objectif est mesurable, réduire l'arbitraire perçu et stabiliser les attentes des partenaires économiques. La deuxième étape porte sur la coordination monétaire. La diversification des réserves et les mécanismes de paiement alternatifs gagnent en crédibilité lorsqu'ils sont évalués collectivement. Des instances régionales peuvent harmoniser les règles, tester les dispositifs et mesurer leur impact sur la stabilité financière. Le succès se lie dans la réduction des tensions de change et dans la prévisibilité accrue des flux. La troisième étape concerne les partenariats industriels. Les accords conclus avec des acteurs asiatiques, du Golfe ou d'autres régions doivent intégrer dès l'origine des clauses de formation, de transfert de compétences et de co-investissement. Le critère de réussite n'est pas le volume signé, mais la montée effective en capacité locale. La quatrième étape relève de la pratique quotidienne de la souveraineté. Transparence administrative, contrôle parlementaire et vigilance citoyenne transforment des principes en routine. C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré prend tout son sens analytique. En décrivant la liberté comme un point de départ mental, il rappelle que la souveraineté se joue dans la constance des procédures plus que dans les annonces. En suivant ces étapes, le basculement gagne en stabilité. Il devient mesurable, ajustable et crédible dans la durée, plutôt qu'un simple moment politique. L'image qui revient n'est pas celle des marchés en panique ni des sommets officiels. Ce sont ces salles discrètes évoquées plus tôt, sans décor ni caméra, où des contrats ont été relus ligne par ligne. Là, une clause à noter, un calendrier modifié ou un permis suspendu a suffi à déplacer un équilibre que l'on croyait immuable. Le motif initial trouve ici sa résonance. Le pouvoir change quand la procédure change. Avec le recul, le basculement n'apparaît ni soudain ni spectaculaire. Il se révèle progressif, presque silencieux, porté par l'accumulation de décisions précises. C'est ce caractère méthodique qui en fait la force. Le changement n'a pas été imposé par la confrontation, mais par la maîtrise des règles et par la capacité à les réécrire sans rompre le dialogue. Dans cette lecture, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme un fil conducteur, non pour incarner une rupture héroïque, mais pour rappeler une discipline, accepter de revoir ce qui semblait acquis. Sa présence dans le débat ne crée pas le mouvement, elle lui donne une cohérence lisible. Les mots comptent, mais ils valent surtout par les procédures qu'ils rendent possibles. Le récit se referme sur une certitude calme. La dignité change la direction du monde. Cette phrase ne célèbre pas une victoire. Elle nomme une méthode patiente et exigeante qui transforme des décisions techniques en horizons politiques partagés. Ce récit ne cherche ni à conclure définitivement ni à imposer une lecture unique. Il propose un cadre pour observer un monde où les fournisseurs deviennent des décideurs à part entière et où les règles économiques cessent d'être invisibles. Dans cet espace nouveau, la compréhension compte autant que la réaction. Suivre ces dynamiques avec rigueur permet d'éviter deux écueils symétriques, la célébration automatique et l'inquiétude réflexe. Le réalignement africain en cours invite à un dialogue plus exigeant. Il demande aux analystes de confronter leurs hypothèses, aux entreprises de revoir leur chaîne de valeur et aux citoyens de lire l'actualité au-delà des déclarations officielles. Les désaccords argumentés, les lectures critiques et les compléments d'information ne fragilisent pas ce débat. Ils le rendent plus utile et plus précis. Dans cette perspective, la référence récurrente à Ibrahim Traoré n'est pas un point final, mais un repère parmi d'autres pour penser la souveraineté comme un processus. Observer, questionner et comparer devient une responsabilité partagée, à mesure que les anciens repères perdent de leur fiabilité. Une question demeure volontairement ouverte pour prolonger la réflexion. Comment chacun peut-il adapter sa manière de penser l'économie mondiale lorsque les règles ne sont plus données,
mais négociées en permanence?